Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du Calisthenics Science Podcast, un épisode solo de 012 Workout, donc 012 Workout épisode 5 sur cette chaîne de podcast. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vos entraînements se passent bien. Aujourd'hui, on va parler des caractéristiques qui font que les pratiquants de calisthénie, de street lifting, voire de musculation ou des sportifs en général mettent en place pour réussir. Qu'est-ce qui fait qu'ils arrivent à progresser, à atteindre leurs objectifs dans leur sport. Je vais principalement me baser sur mon expérience de coach, donc sur ce que mes coachés mettent en place par exemple. Donc je vais beaucoup illustrer ça dans la sphère du coaching, mais ça peut très bien s'appliquer si vous êtes auto-coaché ou si vous travaillez justement avec un autre coach. Et voilà, ça va peut-être vous intéresser. Il y a des trucs qui vont peut-être vous être utiles et que vous allez pouvoir appliquer si ce n'est pas encore le cas. Et voilà, ça fera des pistes de réflexion. J'espère que le sujet vous sera intéressant et pratique. C'est toujours un petit peu l'idée derrière ce podcast de vous fournir des connaissances, des informations, de l'inspiration, pourquoi pas, et ensuite de la mettre en place à l'entraînement. Donc finalement, si je vais appeler ça, c'est un peu, on peut l'appeler sur plusieurs formes. Qu'est-ce qui fait qu'un athlète réussit, qu'est-ce qui fait qu'un athlète échoue, c'est quoi l'uniforme du gagnant, la combinaison du gagnant, et voilà, c'est quoi le starting pack pour réussir ses objectifs. Et on va surtout se baser d'un point de vue plus mental que technique d'entraînement, etc. Donc c'est un peu un des piliers que j'aborde beaucoup en coaching. Donc voilà, ce pilier qui est le mental, le mindset, et qui est quand même fondamental. Donc ouais, si je devais distinguer un peu ces trois piliers, il y a tout ce qui est le mental, il y aura l'entraînement. Donc vraiment ça c'est peut-être le gros du boulot qui est un peu notre rôle de coach principal, mais voilà, il y a autre chose que l'entraînement finalement aussi dans le processus. Et même en tant qu'athlète nous-mêmes, voilà, c'est important d'avoir un bon mental pour progresser, se faire confiance et tout. C'est, je pense, fondamental. Même avec le meilleur entraînement du monde, je pense que si par exemple on ne se fait pas confiance ou qu'on doute de beaucoup de choses, etc., on risque de ne pas aller très très loin. Et c'est pas pour rien aussi que les psychologues du sport existent et qu'il y a beaucoup d'études à ce niveau-là qui sont quand même assez intéressantes et qui ne sont pas du vent non plus. Et ensuite, il y a aussi la responsabilisation. Donc, c'est le fait de développer un peu l'autonomie de l'athlète, pardon. La communication entre l'athlète et le coach. Et après, voilà, ça peut être une responsabilisation aussi individuelle que vous n'êtes pas forcément obligé d'encadrer dans le cadre du coaching. Donc j'ai un peu mon biais ici et j'espère que ça va. Je vais pas toujours vous saouler avec ça, mais après, voilà, même pour vous, ça peut aussi vous ouvrir un peu les yeux par rapport à ce que je fais et comment les coachs en général travaillent aussi et de nouveau, qu'est-ce que vous pouvez en retirer pour votre propre pratique. Donc je vais essayer de discerner 8 caractéristiques. Certaines sont quand même un peu liées, donc on va principalement aborder la réussite, parce que c'est ce qu'on veut en premier en général, et ensuite on va voir en général l'inverse, ce sera l'échec. Donc je vais aborder toutes les caractéristiques de réussite, ensuite on va aborder les échecs, et en fait les échecs seront un petit peu la synthèse de ce que j'aurais mentionné ici avant. Donc qu'est-ce qui va faire qu'un athlète réussit? Je vais souvent redire. Donc, la première chose, je pense que ça va être de se fixer des bons objectifs. C'est quoi des bons objectifs? En fait, ça va vraiment dépendre de lui. Ça va vraiment dépendre de ses attentes, de son niveau actuel, de ses possibilités, du plaisir qu'il va en retirer. Maintenant, c'est quand même très difficile parce qu'en général, quand on va commencer ce sport ou quoi, on va avoir un peu des attentes, je dirais, rêvées, ce qui est bien. Donc, par exemple, on va se dire, tiens, je vais réussir tous les mouvements de calisthénie. Tiens, il tape des full planches push-up, j'ai envie de réussir une traction à une main, une 90 degrés push-up, une full plan, un full front lever pull-up, etc., un dips à 150 kg, etc. Alors que finalement, peut-être qu'on n'a pas, alors que finalement, on n'a peut-être pas la meilleure génétique pour y arriver, etc. Et c'est quand même réservé à une élite. Et donc finalement, ces attentes risquent à un moment d'être rattrapées par, on va dire, une petite dure réalité. Maintenant, je pense que vraiment avec l'investissement
un investissement vraiment maximal, suffisant, on peut vraiment atteindre des énormes choses et en se donnant aussi le temps. En fait, finalement, ça sera toujours un petit rapport investissement, temps et fois peut-être la génétique de départ qui est cruciale aussi pour dicter la vitesse ou l'atteinte des objectifs aussi. Donc ça, c'est une caractéristique qu'on ne saura pas spécialement agir non plus. Donc, se fixer des bons objectifs. Je pense qu'il faut être vraiment drivé par ces objectifs aussi. Il faut limite en rêver la nuit, se dire tiens, mon goal c'est ça. Et c'est aussi des objectifs qui doivent être profonds, on va dire. Ça doit être une motivation un petit peu plus profonde que juste ça. Après, c'est vrai que c'est un peu la définition du sport, la beauté de la force. Et on peut tellement être attiré par ces objectifs juste parce que c'est stylé. Et franchement, je pense que c'est rien qu'une motivation suffisante, juste parce que c'est stylé. Parce qu'en vrai, taper un drapeau, des mouvements comme ça, faut se le dire, c'est stylé. Après, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Parfois, c'est intéressant de se poser la question. Il y a tout le fait de développer de la résilience. Enfin, c'est une grosse discipline. C'est pas des choses faciles en fait. Et donc, réussir des choses difficiles, c'est stylé aussi. C'est une sorte de développement personnel, de pouvoir s'améliorer vers ça. Ça peut justement booster un peu votre confiance en soi, de vous prouver que vous arrivez à faire des choses difficiles. Ça va aussi aller dans une optique de composition corporelle. Hein. Le physique qui va en découler, il va suivre. Vous gardez votre mobilité, vos fonctions, une certaine fonctionnalité, on va dire, mais ça dépend du terme aussi. Mais donc voilà, vous restez une capacité à bouger, à explorer des positions difficiles de nouveau. Et puis il y a peut-être aussi la santé que vous allez en retirer derrière. Passer à un certain stade, il y a un peu moins d'aspect santé. Mais donc voilà, c'est important d'avoir un peu vraiment ces objectifs qui vous drive et peut-être de penser au pourquoi du comment, pourquoi vous faites les choses. Et ensuite apprécier vraiment la pratique. Parce que parfois on n'est pas spécialement obligé d'avoir des objectifs énormes et de vouloir aller vers ça, mais juste se dire tiens en fait je kiffe ce sport, je kiffe le process pour m'entraîner et ça c'est encore peut-être plus important que la fixation ou l'atteinte des objectifs aussi. Ça c'est hyper important. Et dans les objectifs, il y aura souvent deux cas de figure. Il y a des gens qui vont se fixer des objectifs un peu, comme je disais au début, pas trop, un peu trop ambitieux, mais en cours de route, on va pouvoir se faire plus une idée en fait, après une certaine pratique. Là, on sera peut-être à même de mettre des objectifs un peu plus précis ou peut-être plus court, moyen terme. Et ces objectifs-là, premiers, je pense qu'ils peuvent rester là. Ils doivent être. Je trouve même que c'est cool d'en avoir vraiment des objectifs, on veut dire, ambitieux à long terme. Il ne faut vraiment pas se fixer de deadline, se vraiment laisser le temps. Mais par exemple, se fixer des objectifs court, moyen terme, je trouve que c'est intéressant. Donc moi, par exemple, en coaching avec les personnes, on va discuter d'objectifs à mettre en place pendant 6 mois. Et en fait, ça va nous permettre de, par exemple, définir vraiment un macrocycle qui va essayer de répondre à ces objectifs et de les réaliser. Et c'est ça qui est important, c'est pas trop d'être pris par cette deadline. Et ok, si on y arrive, c'est quand même mon but. Et on va peut-être pas se fixer des objectifs beaucoup trop ambitieux, mais on sait qu'après ça, il y a des objectifs ambitieux derrière. Et ça, c'est important de le garder en tête parce que sinon, on s'entraîne un peu pour pas grand-chose. Et donc ça va un peu dans le deuxième cas de figure où il y a des personnes qui justement n'ont pas spécialement d'objectifs ambitieux, voire n'ont pas d'objectifs du tout. Et je pense que là c'est important justement d'essayer de les booster un petit peu, à se fixer un objectif, de leur montrer qu'elles sont capables de plus, de réussir certaines choses difficiles et de les accompagner dans ce sens. Maintenant, on peut aussi se dire, ok, on va se mettre moins de pression dans les objectifs, on va juste explorer tes capacités et aller là où tu veux en gardant une pratique qui corresponde. Et peut-être que l'objectif, c'est justement rien que de se mettre en mouvement, par exemple. L'objectif, ça peut pas spécialement être réussir un mouvement, ça peut être plus un objectif physique ou une perte de poids ou quoi. Et parfois, c'est même une priorité. Donc parfois, il va falloir se dire, tiens, ouais, je veux réussir ce mouvement-là, mais en fait, il y a un gros travail de composition corporelle à faire. Soit tu n'es pas assez musclé, soit ton body fat est trop important, et donc il va falloir essayer justement de le réduire parce que c'est un peu un prérequis pour réussir certains mouvements de force ou de tes objectifs. Et donc finalement, ça sera un premier objectif avant de réussir d'autres mouvements. Même chose avec les débutants, parfois c'est bien d'avoir ces objectifs long terme, mais la priorité, qu'est-ce qu'il a besoin? Ça va être éventuellement de construire de la masse musculaire. Donc finalement, il faudra vraiment
se poser un peu ses objectifs. Maintenant, dans le process, tu peux toujours valider d'autres objectifs un peu moins sexy, mais qui sont quand même reliés. Donc, je vais prendre souvent l'exemple, ok, la personne, ok, c'est planche, front lever. En parallèle, on peut commencer à valider des victoires, on peut prendre 3 kg de muscle, on peut valider son premier handstand, on peut valider son premier muscle-up, on peut valider ses premières 5 tractions lestées à 20, à 40 kg. Et en fait, on avance à vitesse grand V vers ses objectifs parce qu'on augmente son potentiel et qu'après, il y a plus qu'à exploiter. Mais dès le départ, pourquoi pas déjà intégrer ce travail de conditionnement de planche pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Et en parallèle de la fixation d'objectifs, il y a aussi le fait de savoir se situer en fait par rapport à ces objectifs. Et ça, c'est pas non plus évident quand on est débutant, ou même quand on est avancé. Il y a toujours un gros ego qui peut parfois nous biaiser. Et donc, c'est important de se situer de manière réaliste et objective son niveau de départ. Et ça, je pense, c'est aussi une caractéristique de ceux qui réussissent à atteindre leurs objectifs, c'est qu'ils arrivent à être humbles, modestes, réalistes, à la fois pour se situer en départ de coaching, mais en fait, au jour le jour, en fait. C'est être réaliste par rapport à son état de forme, être objectif par rapport à son état de forme. Et ça, c'est une caractéristique extrêmement importante. Et moi, le premier, je pense que je suis pas du tout dedans. Après, je vais essayer de vous situer mon propre exemple, parce que c'est toujours plus facile de parler de soi, pour remettre un peu en lumière, on va dire, les points qu'on va aborder là. Ça va être assez intéressant à parler. Donc, voilà, avoir une idée réaliste de son niveau. Donc, souvent, moi, je demande, voilà, à l'appel, tu as toujours une discussion pour évaluer le niveau. Et ensuite, quand on va faire une semaine ou une séance, ou plusieurs séances tests, une semaine d'introduction, je demande quand même pas mal de tests, plus une préparation au mouvement qu'on pourrait éventuellement intégrer dans la programmation, on va checker si ce qu'ils nous ont dit correspond au niveau actuel. Et souvent, c'est pas par malhonnêteté, c'est juste par manque de connaissances ou par ego souvent aussi. Donc par exemple, la personne va dire qu'elle fait 10 tractions, en fait non, elle en fait 4, et après il y a une grosse élévation d'épaule, un gros keeping qui survient, et puis des no-reps, et donc finalement il n'y en avait que 4 qui sont valides. Et donc là, il y a un peu une dissonance, et si la personne disait qu'elle voulait atteindre 15 ou 20 tractions dans 6 mois, ça va peut-être être un peu plus short, il va peut-être falloir justement revoir un peu l'objectif à la baisse. Et ça va être un petit peu en parallèle justement de ça. Même chose, on pense qu'on réussit une straddle, il y a le bassin qui n'est pas assez bas, les bras légèrement pliés ou des choses comme ça, et donc là, il faut en être conscient aussi. Et voilà, pour redémarrer avec son propre niveau. Et donc, s'il y a ce défaut-là, finalement, on n'en est peut-être rendu qu'à la tuck planche. Et il faut se réentraîner comme si on était quelqu'un qui avait une tuck planche. En fait, on ne peut pas s'entraîner comme quelqu'un qui a une straddle. En fait, et tout processus sera complètement différent. Même chose avec 4 tractions. Si quelqu'un qui a 4 tractions ou 10 tractions, on ne les entraîne pas de la même manière. Le programme n'est pas du tout le même à mettre en place. Et donc, si vous-même vous pensez que vous avez un niveau plus grand que lequel vous êtes, il y a de fortes chances que vous ne progressiez pas. Que vous sélectionnez des programmes ou des intensités trop dures. Ça peut marcher parfois quand on est doué, mais si tous vos programmes est dans des ranges trop intenses, vous allez soit tout le temps vous entraîner bas de forme, ou alors vous allez vous cracher, et puis stagner, vous blesser, etc. Alors que si vous avez été même plus facile, en fait, c'est pour ça que l'avantage des personnes qui sous-estiment un peu, c'est que parfois elles vont avoir une idée un peu plus critique de leur niveau, donc elles vont peut-être justement dire ok, moi je fais que 4 tractions, alors que dans la séance test elles vont en faire on va leur demander d'en faire un max, elles vont quand même en faire 6 ou 7, et effectivement là par exemple il va falloir peut-être les pousser un petit peu plus, mais ça va nous permettre d'établir une programmation plus adéquate, et elles-mêmes seront plus facilement à même de juger de leur niveau. Donc je pense que je me suis beaucoup allé sur ce point d'objectif et de situer son niveau par rapport à ses objectifs, parce qu'il est fondamental et c'est un gros point. Donc il sera probablement plus long que ceux d'après, parce que finalement c'est un peu là où tout commence en général. Après il y a un petit peu le questionnaire, savoir évaluer le passé, etc. Il y a plein d'autres choses à prendre en compte. Mais je pense que cet aspect-là est quand même très intéressant et
est intéressant même pour la suite du coaching en fait. Parce que si les objectifs sont pas forts dès le départ, parfois on va se retrouver un petit peu perdu dans sa pratique, on va pas trop savoir pourquoi on fait les choses. Et si par exemple on veut changer d'objectif en cours de pratique, c'est pas génial et, c'est difficile. Et je trouve que c'est quelque chose qui est compliqué en calisthénie parce qu'on veut réussir tout en général et parfois on se rend compte que les choses sont difficiles et puis on veut changer et ainsi de suite. Ou en streetlifting, ben là on sait qu'on veut progresser sur les 4 mouvements et que ouais, de temps à autre il faudra prioriser. C'est parfois plus facile justement en streetlifting seulement. Mais quand on combine justement par exemple la calisthénie et le streetlifting, là c'est pas évident et il faut savoir justement se raisonner et, voilà vraiment savoir le pourquoi aussi et pas changer les choses. Ensuite, on va parler d'adhésion à son programme. Donc une fois qu'on a établi ses objectifs, son niveau de départ, boum, on a mis en place le programme. Et qu'est-ce qui va faire qu'au bout d'une certaine période de temps, on réussit à progresser? Ou même quand vous allez sélectionner votre propre programme, ça c'est encore plus dur en auto-coaching. Qu'est-ce qui va faire que vous allez progresser? En fait, c'est le fait de respecter votre programme. Et en auto-coaching, c'est parfois pas évident parce qu'on a souvent tendance à faire du hors-programmation et de manière répétée ou à mettre un peu moins l'effort sur certaines séances, etc. Et finalement, s'il y a des séances qui sautent ou qu'il n'y a pas une adhérence complète au programme, on comprend bien que le volume ne sera pas toujours respecté, que parfois on ne va pas savoir traquer ce qui vous fait avancer ou traquer ce qui marche également. Donc finalement, même pour des gens très doués, hein, il y a des gens, ils arrivent avec des beaux objectifs, etc. On a bien évalué leur niveau de départ. Finalement, si l'adhésion n'est pas complète, on se rend compte que certaines personnes, même très douées, au bout d'un certain temps, n'ont pas de résultat. Parce que s'il y a toujours des petites séances qui loupent qui sont pas réalisées, on va dire, la ligne de conduite du plan est pas adéquate et donc finalement l'investissement ne représente pas leurs attentes et les résultats ne sont pas au rendez-vous. A l'inverse, quelqu'un même un peu moins doué, en général, s'il a respecté toute la programmation pendant toute la période, il y a presque une garantie certaine de réussite. Franchement, je pense que sur mon expérience en tant que coach, quasiment toutes les personnes qui ont toujours fait le taf, le nombre de séances, etc., ont d'office eu des résultats, alors qu'à l'inverse, même les gens qui étaient assez forts, qui n'ont pas spécialement adhéré à leur programme, n'ont pas eu beaucoup de résultats ou peu, ou des résultats un peu plus hasardeux. Alors que certainement que s'ils avaient fait les choses avec leur potentiel qu'ils avaient, la progression aurait été vraiment magnifique et c'est un petit peu frustrant. Maintenant, c'est toute une question d'adaptation à la personne, etc. Voilà, d'être réactif. Même par rapport à vous, c'est vous fixer un nombre de séances par semaine, mais voilà, il faut être plus conservateur, vous dire ok, moi je suis sûr d'en compléter 2, alors on commence par 2, même si c'est pas énorme, mais ça sera peut-être suffisant pour progresser et on sera sûr qu'on va les compléter, peut-être passer à 3 par après ou voilà quoi. Donc ça va être assez important et on peut aussi retrouver dans l'autre extrême, hein, dans vouloir de trop. Moi j'ai envie de faire 6 séances. Tiens là j'ai rajouté un exercice parce que je sentais qu'il n'y avait pas assez ou quoi, et là donc on va un peu dans de l'adhésion à contrario, et là c'est pas génial non plus parce qu'il y a des choses qu'on va pas spécialement pouvoir traquer ou qui vont être de trop et on va parfois remettre, on ne dira pas une confiance complète ou quoi, et là ça va pas être génial, et ça on va se retrouver dans le cas de figure un petit peu opposé. Donc l'adhésion c'est vraiment très très important. Voilà, il y a sa feuille de route, c'est pas pour rien aussi qu'on embarque avec quelqu'un ou alors même à soi-même, hein, quand vous allez faire votre propre programmation. Voilà, c'est pas pour ça qu'il faut skipper les accessoires, que vous devez rajouter une répétition en plus parce que vous vous sentez bien, etc. Imaginez quand vous faites votre propre programmation que votre coach c'est vous-même et que vous n'avez pas envie de vous décevoir et que donc vous avez intérêt à suivre le plan que vous avez mis. En général, mieux vaut un plan même mal fait que pas du tout de plan et qu'une progression très hasardeuse. Même si les personnes arrivent à plutôt s'auto-réguler. Après, voilà, il peut y avoir des plans un peu plus autonomes, donc avec plus des fourchettes de répétition qui sont basées sur un RPE. Et donc voilà, justement, en fonction de la forme du jour, là, vous allez pouvoir justement vous réguler un petit peu plus et être plus libre dans votre programmation. Et ça peut être important. Une des valeurs justement de la liberté que je voulais dire avec les objectifs de calisthénie, c'est aussi parfois
un des pourquoi du sport, c'est d'être libre d'explorer ses mouvements, de pratiquer un peu n'importe où, etc. Et ça, c'est parfois une belle motivation aussi. Voilà, petite parenthèse. Ensuite, il y a l'adaptation et l'autonomie. Donc là, ça va plus dans le troisième pilier qui est la responsabilisation. Donc le fait de communiquer, d'être responsable de ses propres progrès. Et parfois, ça passe par savoir s'adapter, même à la fois le coach ou même l'athlète. Donc, admettons, vous avez prévu du développé couché aux haltères dans votre programme à la salle. Et tac, on est lundi, c'est le jour des pecs et il n'y a pas de bande développé couché qui est pris. Qu'est-ce qu'on fait? Et parfois, il y a des personnes qui me disent tiens, j'ai pas fait l'exercice. C'est pas génial ça. Ça fait une petite croix, boum, 3 séries de pecs en moins, potentiellement un peu d'hypertrophie en moins. Bon, c'est peut-être pas l'exercice principal ni rien, etc. Mais parfois, c'est quand même ce qu'on a besoin, donc on n'adhère pas complètement. Alors que la solution simple, c'est parfois, ok, on essaie de s'imposer, on essaie de demander pour tourner à la personne, etc. C'est parfois on a un petit peu peur de déranger. Bon, parfois c'est facile à dire. Ou alors, si on n'a pas, justement, si on est un peu plus frileux, ben, on peut essayer de trouver une autre alternative. Voilà, développer couché à la barre, du chest press à la machine, des pompes lestées. Boum, on sait que. Et si on ne sait pas quoi faire, il faut peut-être le demander directement et anticiper un peu les choses éventuellement. Ça passe aussi par la communication. Donc dans la responsabilisation, c'est très très important. Même chose, par exemple, votre séance du lundi tombe, hop, je ne l'ai pas faite, alors qu'on aurait très bien pu la rattraper. Par exemple, si c'était un push-pull, que la séance push est tombée, vous pourrez faire tout en série pairée le lendemain sur votre prochaine séance. Donc ça fera un push-pull sur votre séance d'après, voire décaler d'un jour s'il y a une possibilité. Voire même faire une séance au matin, une l'après-midi. Voilà, si vous êtes vraiment chaud, il y a moyen de faire plein d'adaptations. Et après, dans certains cas, on va dire ok, c'est ok de pouvoir la skipper. Ça peut avoir du sens justement s'il y avait une certaine raison aussi au fait que vous ne l'ayez pas faite. Parfois, ça peut aussi être bon de ne pas la faire complètement. C'est pour ça qu'il n'y a jamais du blanc ou du noir aussi là-dedans. Donc parfois, c'est aussi comprendre un peu le pourquoi du comment. Donc voilà, par exemple, le développé couché aux haltères, il n'était pas pour rien. Il était par exemple pour davantage travailler les pecs avec cet exercice-là. Et donc parfois être conscient un petit peu de pourquoi est-ce que je vous ai programmé tels exercices. Pourquoi est-ce que vous avez mis votre propre exercice dans votre programmation. Donc ça, c'est important. Donc quand vous allez établir ça, ou que votre coach va vous mettre un truc, toujours essayer peut-être de comprendre vous-même, ou alors éventuellement si vous ne comprenez pas spécialement, demander, ou si vous faites confiance, mais même si vous ne comprenez pas, mais vous pensez que vous êtes bon, voilà, ça peut être ok aussi. Et donc ça va être important. Il y a encore d'autres points sur l'autonomie qu'on va pouvoir aborder après. C'est pour ça que beaucoup de points sont interconnectés aussi, et je pense qu'ils ne sont pas non plus exhaustifs. Il y a encore plein d'autres points de caractéristiques de ceux qui réussissent ou non, mais ça c'est un point quand même très important. Donc j'avais aussi noté respecter sa programmation, donc c'était plus dans le fait de ne pas faire trop de reprogrammation, d'avoir confiance en elle. Après il y avait aussi le fait de garder ses objectifs en ligne de mire. Je pense que là ça va aussi au premier point, mais par exemple je vois souvent des personnes, et moi aussi je l'ai fait pendant longtemps, qui changent d'objectif ou qui veulent changer d'objectif parce que voilà, on se rend compte que la programmation n'est pas hyper... que c'est difficile, ou on a d'autres attentes, on a parfois d'autres attentes ou quoi, et c'est là que parfois quand on est justement tout seul et qu'on n'a pas désigné son macrocycle ou quoi, par exemple on s'est dit tiens je vais travailler plus en hypertrophie à ce moment-là, ah tiens maintenant je vais retravailler en force, tiens là je vais faire que du street lifting, là je vais redevenir hybride, là je vais faire que des skills, et ok on a peut-être nos objectifs à long terme, mais finalement on n'a plus de ligne directrice, et on se perd facilement là-dedans. Même chose si vous faites coacher mais que vous dites tiens j'aimerais bien bosser le V-sit alors qu'au départ il n'y était pas du tout. Après 3 mois de programme, voilà, si on commence à le travailler, ça va rajouter une grosse variable qui n'est pas spécialement mesurée, et parfois on risque de changer les choses, et souvent on se rend compte que les choses marchent, et puis vouloir rajouter un truc comme ça n'a pas trop de sens. Maintenant si c'est de nouveau quelque chose qui vous tient vraiment à cœur ou quoi, et que vous êtes conscient de le vouloir ou quoi, voilà, vous le dites. Et par exemple, moi en tant que coach, je vais prendre l'analogie, moi je suis un peu
je sais même pas comment ça s'appelle, mais la direction du navire, donc potentiellement allez, le volant du navire, ça s'appelle pas comme ça je pense, vous allez m'excuser les marins. Donc vous allez par exemple vous dire tiens moi je vais aller sur cette île là et elle est très loin, elle va être difficile, etc. Voilà, objectif long terme. En parallèle de ça on va peut-être aller visiter une ou deux autres îles, des objectifs intermédiaires. Et si vous dites tiens maintenant j'ai envie d'aller visiter l'autre, en fait parfois ça va faire un détour et peut-être qu'on va même se perdre en chemin et donc on va pas aller nulle part. Mais moi voilà, c'est vous le capitaine en fait et c'est vous qui allez décider un petit peu de la chose. Même chose quand vous allez programmer pour vous-même, c'est toujours vous le capitaine et il faut être conscient parfois que quand on veut par exemple, quand on veut visiter beaucoup d'îles, voilà, on se rend compte que la route est plus longue en fait. Et c'est un peu la voie parfois hybride, parfois c'est la voie d'avoir plusieurs objectifs différents. Il peut y avoir un peu plus de kilomètres, il peut y avoir certains brouillards, etc. J'aime bien cette analogie-là. Et en fait, je l'ai trouvée récemment. Donc franchement, elle est carrée. Ensuite, donc voilà, c'est un peu le fait d'avoir ses objectifs en ligne de mire et c'est un peu même à respecter son programme, à respecter un peu son macro-cycle qui est désigné, etc. Ça va être assez important. On va aborder aussi maintenant l'autorégulation, donc je pense que ça va aussi dans l'autonomie, dans la responsabilisation aussi par exemple. Donc une fois que son programme est établi, par exemple, vous avez une charge imposée avec un nombre de séries et des répétitions. Et un RPE ou un effort perçu par exemple, ça va dépendre un peu de l'athlète, parfois il ne sera pas spécialement là, parfois c'est quand même bien comme outil et apprendre à l'utiliser, et parfois ça peut justement développer l'autonomie, donc c'est quand même quelque chose qui est très intéressant. Et par exemple si vous avez de la charge fixe, voilà, c'est plus facile, vous essayez quand même de respecter la charge fixe avec le nombre de répétitions et le nombre de séries, etc. Et donc vous avez 4x10 à faire avec 10 kg, vous essayez de compléter le 4x10, parce que si votre coach l'a mis en général c'est bien fait. Et ça devrait normalement être corrélé avec le RPE qui sera plus ou moins, admettons, de 6 ou 7. Et sur votre dernière série, peut-être que voilà, au début il était peut-être à 6, sur la dernière peut-être à 7, voire 7,5, 8. Ok, ça c'est bien calibré, etc. Maintenant, par exemple, on peut prendre un exemple où le coach a moins bien fait son travail, ou alors que vous aviez une mauvaise forme ce jour-ci, et que je vous ai mis 4x6 à 10 kg, mais que vous aviez à la première série vous êtes à RPE, et que j'avais prévu RPE 7 ou 6 ou 7, et qu'à la première série vous êtes RPE 9 ou 9,5, ou même vous par exemple vous avez créé votre propre programmation, mais vous avez mal testé votre niveau de départ justement, boum, vous commencez, bim, vous êtes RPE 9 et 9,5 sur votre séance 1, voire même vous avez raté votre dernière répétition, là c'est fucked up, et donc là il faut essayer de réajuster ça. Mais par exemple, si vous êtes autonome et responsable, dès la première série, vous allez vous dire en fait, non, là je cours dans le mur, mieux vaut pas aller se casser la tête dedans et je vais diminuer ma charge ou mes répétitions. Si vous vouliez plus valider votre nombre de répétitions sur votre mésocycle, mieux vous rediminuer la charge. Si vous vouliez quand même privilégier une certaine charge, mieux vous rediminuer le nombre de répétitions, ça va dépendre de vous. Donc, réadapter sa programmation du jour parce que mieux vous respecter son RPE plutôt que la charge dans ce cas-là. Donc si le coach fait bien son travail en général, ça ne devrait pas arriver, mais ça peut arriver. Et parfois mieux vaut pas trop suivre le plan, justement pas trop adhérer. Là il faut mieux s'autoréguler parfois qu'adhérer, donc il ne faut pas être trop débile parfois et se laisser là-dessus. Et d'autant plus si le coach vous laisse une approche plus autorégulée, donc il se peut que par exemple, voilà, il y a des gaps qui sont un peu plus, où la semaine test était encore un peu floue, où on veut essayer de vous justement développer un peu plus votre autonomie, à vous laisser un peu plus le choix entre les charges, parce que parfois c'est un peu plus concluant en termes de pratique pour certaines personnes. Donc par exemple, vous aviez justement 7,5 à 12,5 kg, et voilà, vous aviez le RPE 6 ou 7 à respecter, et le jour J, vous sentez bien, vous sentez que sur la chauffe, boum, vous sentez vraiment bien. Même vous pouvez parfois calculer aussi votre RPE, vos charges sur votre série de chauffe. Et donc vous allez peut-être mettre 12,5 parce que vous étiez un peu trop facile. Et donc là, si vous êtes tombé dans l'RPE, c'est pas mal. Maintenant, si c'était trop difficile, vous allez peut-être plus aller vers 7,5 justement dans la range. Et donc le fait de savoir bien s'autoréguler et d'être assez autonome, de nouveau, c'est un plus et ça fait la réussite d'un athlète. Donc ça, c'est important.
Ça peut être la même chose par rapport à un testing aussi, hein. Par exemple, vous avez un petit testing en deload voilà, pour évaluer votre progression du macrocycle ou de 2-3 mésocycles. Tiens, on va donner une petite récompense, là ça peut être intéressant ou quoi. On n'a pas envie quand même de créer un échec, on va essayer de faire un petit offset RPE 8-9 et on va essayer de justement respecter ça. Et potentiellement, si vous allez à l'échec, vous allez être RPE 10 et donc ne pas spécialement bien vous autoréguler. Et parfois, ça peut aussi fuck up un petit peu l'entraînement. Même chose pour des skills. Si on met 3-4 secondes en réserve, mais que vous êtes toujours à 0 secondes en réserve de manière répétée, etc., c'est pas génial. Et donc, c'est parfois mieux de justement respecter cela. Une autre chose qui fait que les athlètes réussissent ou quoi, j'ai l'impression que c'est aussi la confiance. C'est très général, hein, la confiance en eux, ça va vraiment dans le mental, c'est hyper important, je pense. Ça va un peu dans les objectifs, se sentir capable de réussir X, donc se sentir capable de réussir ces objectifs. Ok, vous avez travaillé avec vos objectifs, avec vos coachs, etc., de manière réaliste, etc. Mais si vous-même vous sentez pas capable de, ça va être difficile en fait. Ça va être très difficile. Et donc voilà, c'est quand même très important. Parfois, après, peut-être que ça va se développer aussi avec le temps. En fait, ça peut se développer en réussissant des petites victoires. Au début, on ne se sent pas du tout capable, et finalement, on se rend compte que tiens, on devient de plus en plus fort en fait. Et tiens, en fait, c'est possible, bordel. Et donc là, on y va. Et ça vraiment, c'est la beauté du sport et le fait de pouvoir développer cette confiance dans l'entraînement, c'est magnifique. Mais ça peut passer aussi par parfois ça peut aussi se travailler davantage en dehors ou quoi, ou même quand vous allez créer votre propre programmation. C'est là aussi où l'auto-coaching est difficile. C'est que vous allez créer, si vous n'avez pas spécialement confiance en vous, ou même peut-être vous avez confiance en vous en tant que coach, mais peut-être pas vous en tant que personne, si vous remettez un moment en doute votre programmation, ça devient assez difficile. Et donc c'est plus dur de la tenir, et vous allez vous remettre en doute, etc. Vous allez parfois vous perdre, vous dire tiens, en fait j'ai vu telle approche, ça a l'air quand même plus pertinent, et en fait là ça devient si le doute est présent, c'est pas génial. Et c'est pour ça que parfois faire confiance au coach et avoir une confiance un peu aveugle en lui, c'est hyper bénéfique, parce que vous avez votre programme et tiens, là on y est fixé et on n'y transige pas, on sait que c'est efficace, c'est peut-être, on fait confiance au process, on sait peut-être qu'il y a d'autres méthodes, etc. Mais on a choisi vraiment ce programme-là, ce coach pour rien, et on sait que ça va nous correspondre, et on sait que si on fait le taf, ça va marcher. Et ça, on sait le faire tout seul aussi, hein, quand vous allez faire votre propre programme. Tiens, voilà, je sais que je l'ai fait moi-même, je me fais confiance, je sais que c'est peut-être pas le programme parfait, mais je sais que si je fais le taf sur ce programme-là, ça va payer et je vais progresser. Et donc ça, c'est hyper important à développer, parce que si vous remettez un peu en doute, tiens, pourquoi est-ce qu'il m'a mis ça ou quoi, je perçois pas trop le sens derrière, etc. Et justement, si vous avez des doutes, parfois c'est bien d'entamer le pilier suivant, la caractéristique suivante, qui est de communiquer en fait, de demander pourquoi est-ce que tu m'as mis ça, je ne comprends pas. Je comprends pas trop le sens derrière, c'est quoi le but, pourquoi est-ce que ça va marcher sur moi, et ça va être important. Donc on va directement aller sur ce point là, la communication. Donc ça va passer par le fait de bien remplir ces documents de travail. Donc il y a beaucoup de personnes qui, je sais pas, par manque de temps ou par flemme ou peut-être par manque de compréhension, qui ne me remplissent pas spécialement les programmes. Et ça, c'est quand même très grave. Ça m'arrivait un peu plus au début. Maintenant, c'est vrai qu'avec le temps, ça dépend aussi des gens avec qui on travaille aussi. Je pense aussi il y a beaucoup de caractéristiques ici qui font que... qui font un peu l'éducation de la personne, et qui fait qu'en général on va attirer quand même des personnes qui vont déjà être plus investies dans leurs entraînements, et qu'on va être moins confronté à ça. Mais c'est des choses qui a pu m'arriver, et que j'observe aussi beaucoup chez des personnes qui s'entraînent toutes seules aussi.
Et ça, c'est ou chez d'autres coachs, ou voilà, en échangeant un petit peu, voilà, on se rend compte quand même dans le coaching, il y a beaucoup de personnes qui respectent pas, qui payent un programme et tout, et qui respectent pas du tout, qui remplissent rien, ou alors qui font le travail mais qui remplissent rien du tout. Mais ça, c'est un peu dommage. Donc c'est un peu il y a des personnes qui ont toujours bien respecté ma programmation, mais qui remplissent pas spécialement les documents, ou alors qui remplissent pas tout. Donc par exemple, qui complètent juste, ok, j'ai fait les 4 x 10 à 10 kilos. Ok, par exemple, ça peut quand même être, ne fût-ce que mettre, ok, 4 x 10, 10 kilos, je l'ai rempli, donc c'est fait. Peut-être noter et surtout, noter son RPE, c'est toujours bien, c'est un plus. C'est pas indispensable, mais c'est quand même un certain plus. Après, s'il y a la vidéo qui est en prime, là, on peut quand même s'en passer du RPE, mais même avoir le RPE, c'est toujours un outil en plus, ça nous permettra de voir comment la personne s'est sentie sur l'exercice, etc., et comment elle s'est trouvée dessus, quoi. Donc ça va être important de pouvoir adapter de bien communiquer. Donc ça passe par bien compléter son de série, son RPE, etc. Remplir les vidéos par exemple, ça c'est hyper important aussi. Même pour vous, en tant que coaching solo aussi, ça va être bien. Même pour vous, par exemple, quand vous avez créé votre propre programme, le traquer vous-même, donc de prendre des notes, etc. Et en plus de tout ça, on peut rajouter du ressenti, tiens, voilà, je me sentais pas hyper bien sur cet exercice-là, j'ai perdu ma protraction, là je tremblais un petit peu plus, j'étais pas trop en confiance. Et ça va être important. Et même chose en fin de semaine, ok, on va faire un petit bilan. On peut parler aussi d'autres facteurs, donc de sommeil, de nutrition, de mental par exemple. Ok, cette semaine-ci, j'étais un peu affecté par... il y avait un peu de stress au boulot, donc j'ai dû être un peu plus... je me suis un peu dépêché dans les séances. Là, j'ai moins bien dormi, la séance m'a semblé un peu plus lourde, ou alors à l'inverse, nickel, j'étais méga en forme, ça s'est bien passé, je kiffe trop le plan, depuis que j'ai le coaching, je sens vraiment des résultats et je suis boosté, et donc ça c'est important, la communication. Donc voilà, on a vu, on va dire, les 8 caractéristiques des personnes qui réussissent à la fois dans le coaching ou même toutes seules en fait. Donc je vais les réénumérer et ensuite on va réaborder les échecs. Et ensuite je vais vous parler de mon parcours perso. Donc par rapport à ça. Donc les caractéristiques, donc, c'est se fixer les bons objectifs, adhérer à son programme, s'adapter et être autonome, se responsabiliser, respecter son programme, avoir ses objectifs, garder ses objectifs en ligne de mire, s'autoréguler, avoir confiance et communiquer. Donc, qu'est-ce qui fait que quelqu'un échoue? Quelqu'un qui va se fixer des moins bons objectifs, donc il ne va pas spécialement être drivé par ça, il a vu que c'était cool sur Instagram ou quoi, ou alors c'est voilà, dans les objectifs où la motivation est toujours une motivation intrinsèque, extrinsèque, ça sera peut-être une motivation extrinsèque, que vos parents vous ont inscrit au club de sport, votre parent vous ont inscrit à ce coaching, ou alors vos parents vous ont inscrit à cette vidéo YouTube et vous devez réussir tel mouvement. Bref, là, je pars un peu dans d'autres détails, mais voilà, si vous n'êtes pas spécialement drivé par ça, ça marchera un peu moins bien. Ou justement si vous fixez des objectifs beaucoup trop loin, que vous n'êtes pas spécialement prêt à vous investir, ok, vous voulez être champion de France de streetlifting, participer à la FNSL, mais que vous avez encore 10 kilos de muscle à prendre, ça va être compliqué et il va falloir bosser avant. Et donc la priorité sera davantage sur, par exemple, prendre 10 kilos de muscle, par exemple. Et ça va prendre du temps. Donc, et puis bien se situer aussi. Donc voilà, de nouveau, si vous êtes trop haut dans vos attentes, que votre ego est trop présent, ça va être difficile et ça va aussi se répercuter par après. Ensuite, ne pas spécialement adhérer à son programme, donc ceux qui ne respectent pas beaucoup leur programme, ça va pas trop le faire. Donc tiens, vous avez 4 séances, vous n'en faites que 2, il y en a qui loupent, vous enlevez un exercice, vous n'avez pas le temps de faire celui-là, vous n'aimez pas celui-là, vous l'avez remplacé par X et ainsi de suite, et vous n'avez pas, le banc de développé couché était pris, vous ne l'avez pas pris. Donc vous ne vous adaptez pas, vous n'êtes pas spécialement perdu, votre séance s'est loupée, vous ne l'avez pas spécialement rattrapé par un endroit. Vous ne respectez pas votre programme, c'est un peu la même chose. Donc c'est vrai que l'adhésion et le programme, le respect, c'est un peu la même chose. Vous faites du hors-prog, des top 7 à chaque séance, que vous ne le dites pas au coach. Donc de nouveau, la communication, ça va aussi par la confiance. Donc avoir confiance en soi et ça passe par savoir communiquer si vous avez fait un hors-prog, dites-le en fait, c'est beaucoup plus intéressant.
Dites-le si vous avez rajouté un tel exercice, dites-le si vous faisiez faire un truc. Et même le coach, moi je vous dis, si je vous ai mis un truc, par exemple vous me demandez pourquoi vous avez mis ça ou quoi, je pourrais très bien vous dire, je l'ai mis parce que ça marche. Je vous ai, par exemple, et ça arrive rarement. En général, j'ai toujours quand même une raison, mais parfois il y a des choses que on peut dire, ok, là je t'ai mis ça, mais je t'avoue qu'on prend un risque. Je suis pas certain que ça va fonctionner. Je sais que ça peut être payant. Par exemple, souvent quand on va aborder des mouvements de tentative, donc par exemple des handstand push-up, quand on va intégrer la handstand push-up dans le plan, on ne sera pas toujours sûr à 100% si l'athlète va bien réagir à ça. Parfois, c'est vraiment ce qu'il a besoin parce qu'on a déjà exploré toutes les cartes et tout, au mur et tout, c'est carré, l'excentrique c'est bon, etc. On a envie de réussir le mouvement. On sait que la handstand push-ups, elle est un peu bancale, elle ne réussit pas tout le temps, il y a encore un peu de lordose, etc. Mais on veut quand même qu'à un moment, il faut réussir, il faut pratiquer le mouvement, quoi. Et donc, on peut être honnête avec l'athlète et lui dire, tiens, là je t'ai mis la handstand push-up, mais je suis pas certain que ça va marcher, mais c'est un test. On va tester ça pour deux mésocycles et on va regarder comment ça évolue. Et voilà, donc c'est une manière de confiance. Donc de ne pas garantir la progression à 100% aussi, ne pas envoyer trop de rêves aussi à la personne. Ça c'est important. Voilà, quelqu'un qui ne s'adapte pas trop, etc. Donc mon respect. Quelqu'un qui veut changer d'objectif, tiens, voilà, j'ai envie de rajouter le V-sit, maintenant j'ai envie de bosser mon back lever à une main et ainsi de suite. C'est pas génial. Donc quelqu'un qui s'autorégule pas trop et qui va souvent à l'échec de manière répétée, quoi. Donc ok, je vous ai mis une range 7,5, 12,5 et vous avez chaque fois choisi le 12,5 et que vous allez à chaque fois aller à l'échec. La semaine d'après, je vous ai réduit un petit peu le poids, mais vous dites non, je me suis senti bien, mais vous avez encore été à l'échec. Boum, là en fin de mésocycle, on fait une semaine test, un petit test. Boum, vous avez à l'échec, vous avez rajouté un top 7, mais vous avez été à l'échec. C'est pas génial. Ou à l'inverse, parfois il y a aussi des personnes qui ont trop facile aussi. Ça, c'est vrai que j'ai pas encore précisé ici. Par exemple, sur les séries, souvent plus sur l'exercice assistance, sur les curls ou quoi. Moi, je mets souvent RIR 1, donc une répétition en réserve. Et il y a des personnes qui en ont toujours 5. Et donc là, c'est pas génial. Ou alors, parce que souvent, là, je laisse un peu d'autonomie aussi. Je mets entre 12 14 kg par exemple en curl incliné. Et la personne va toujours sélectionner le 12. Alors que parfois, ça aurait été plus intéressant de prendre le 14 ou une fourchette de 9 à 12. Parce que en général, je trouve que ça drop naturellement sur ces exercices-là. C'est normal de faire par exemple 12, 11 et 10. Et donc, c'est très autorégulé. Et il y a beaucoup de personnes qui ne poussent pas spécialement assez dessus. À l'inverse, il y en a qui poussent trop et qui ont d'office à l'échec sur toutes et puis qui se terminent à 4 reps sur leur dernière série. Donc ça, c'est pas génial non plus. Donc voilà, ça va retrouver le sweet spot, quoi. Donc parfois, c'est pour ça que chez certains, il faut mieux plutôt imposer les choses aussi. Ensuite, la confiance, donc qui se remet en doute soi-même, qui manque de confiance en lui, qui manque de confiance au coaching, qui manque de confiance au process. Je pense qu'il y a une caractéristique que je n'ai pas mentionnée ici, c'est la patience qui est énorme en fait, et parfois de ne pas être patient. Donc là je progresse pas assez ou je progresse pas très vite. Est-ce que ça marche vraiment là ce qu'on est en train de faire ou quoi? Là c'est un peu des remises en doute. C'est vrai que parfois il y a des approches qui peuvent être plus efficaces potentiellement, mais parfois on se base aussi sur nos expériences passées en fait. On sait qu'on avait bien réagi avec tel programme, parce que par exemple vous avez commencé la force, vous avez fait un 5-3-1, vous avez un peu une accroche pour ça, alors que sur papier c'est pas le meilleur programme. Il y a quand même mieux comme approche, et une fois que vous allez faire un truc plus intelligent, vous allez peut-être progresser moins vite, mais c'est parce que votre niveau il est déjà augmenté, vous êtes plus débutant, et donc voilà, vous avez probablement fait des novice gains sur le 5-3-1 qu'avec une approche classique. C'est un peu moins sexy, vous avez déjà un niveau plus grand, donc votre marge de progression est déjà plus faible, et en plus parfois c'est aussi des approches qui demandent parfois plus de temps. Parfois ça demande plus de temps, il faut redescendre un peu en arrière, prendre le temps de construire quelque chose qui en 5-3-1 va peut-être être plus rapide parce que vous allez directement avoir des tests où vous allez faire des max reps finalement, et donc finalement ça va un peu plus vite dans ce genre d'approche, tandis que quand vous allez faire les choses de manière plus lente, plus graduelle, ça peut être plus long, mais c'est quand même plus certain. Donc ça c'est assez important.
Et donc voilà, ne pas remettre ça en doute par exemple. Donc j'ai essayé à chaque fois de vous donner des exemples concrets, hein, c'est pour ça que le podcast sera un peu long comme d'habitude, mais c'est ça qui est bon, quand c'est long c'est bon. Et là-dessus. Ensuite, la communication, quelqu'un qui ne communique pas. Moi, j'appelle ça des clients qui vont dans la nature, des coachés dans la nature. Voilà, c'est comme s'ils n'étaient pas spécialement coachés. Donc, ok, peut-être qu'ils respectent leur programme, mais on ne sait pas. Parfois, ils répondent même pas. Et donc, donc ils ont disparu. C'est avis de recherche. On ne sait pas. Wanted, il n'y a pas trop de feedback. Et nous, on ne sait pas trop. On tape un peu à gaille. Et on perd un petit peu ça. Et donc finalement, ces genres de personnes en général ont moins de résultats, on s'en doute bien. Donc voilà, je pense que ces caractéristiques-là nous permettent un peu de nous situer par rapport à notre propre pratique. Peut-être se dire, tiens, finalement, il y a des choses que je peux appliquer par moi-même. Donc quand je fais mon propre programme, est-ce que je n'aurais pas intérêt à me faire un peu plus confiance? Est-ce que j'aurais pas intérêt à moins changer l'objectif? Est-ce que j'aurais pas intérêt à m'autoréguler, etc. Est-ce que j'aurais pas tout simplement intérêt à prendre un coach? Ça c'est très important aussi, parce qu'en général, avec un coach, voilà, vous avez vu que je fais attention à ces points-là, et c'est pas pour rien, parce que j'essaye justement de le mettre en place. Ou même un autre coach, hein. Ou alors avec votre coach aussi, peut-être que même quand on se fait coacher, il y a toujours des choses aussi qui vont faire aussi qu'on va échouer, hein. Donc voilà, je vais être honnête avec vous, il y a des clients qui échouent, parce qu'ils se retrouvent dans certaines caractéristiques que j'ai pu mentionner, hein. Donc s'ils sont dans la nature, qui remettent en doute un peu mon coaching, qui vont aller check là-dessus, qui ne respectent pas leur programme, qui manquent un peu ça. Mais voilà, avec le temps, de nouveau, ça m'arrive rarement, heureusement, mais je suis quand même passé par là. Et en général, j'essaie d'être alerte à ça aussi, et de sélectionner aussi les gens avec qui je pense que je peux les aider. Parce que si je sens que la personne va aller plus dans la case d'échouer, je vais peut-être même lui dire non en début de coaching aussi, pour travailler avec moi. Voilà. Et maintenant, je vais peut-être vous illustrer un petit peu mon exemple personnel, parce que c'est plus facile aussi, et ça va peut-être vous parler, parce qu'il y a des erreurs que j'ai très très longtemps faites, sans être coaché, et peut-être même en étant coaché. Donc, par exemple, au niveau de la fixation des objectifs, je voulais justement, j'ai mis une story cette semaine-ci sur Instagram de Vitaly Goumeni en fait, et sur la vidéo, je pense que je vais vous mettre le lien. il faut que tout le monde la voie, je trouve, parce que elle date d'il y a 11 ans en fait, et c'est là que j'ai commencé le sport, et elle est tellement inspirante, même à l'époque actuelle. Voilà, ça paraît une petite vidéo de motivation un peu pour rien, mais à l'époque, il faut se remettre dans le contexte, c'était tout le début du sport, on avait juste vu les vidéos d'Hannibal aux States, et lui il a sorti ça à l'Est en même temps, puis il y avait d'autres vidéos aussi à l'Est, hein, évidemment, mais lui il a vraiment fait un bel edit et tout, et ça représente vraiment l'esprit un peu du street workout. Donc il était là, il tapait des front wide grip, des planches sur un lac dans les parcs en Russie, puis il tapait des muscle-up, des tractions et dips testés. En fait, il y avait déjà un peu cette approche hybride aussi. Et voilà, torse nu avec une grosse vidéo de motivation, etc., avec un petit effet noir et blanc. C'était tellement impressionnant. Et donc il tapait des planches push-up aussi. Et moi, quand j'ai vu la vidéo là, à l'époque, je pense qu'il m'a fallu un jour, quoi. Je crois que je suis tombé sur cette vidéo-ci en premier, puis je suis tombé sur Hannibal en même temps. Je crois que j'ai passé une soirée là-dessus, et je crois que le lendemain, j'ai commencé le street workout, et j'en suis encore là aujourd'hui. Et cette vidéo m'a fait tellement quelque chose, en fait. Et je crois que rien que cette vidéo-là m'a trouvé mon pourquoi, parce que c'est trop stylé. Et puis, il y avait tout, c'était un peu dans le dépassement et tout, et je trouvais, voilà, c'était impressionnant. Il y a plein de trucs trop bons à prendre là-dedans. Et sachant que j'ai regardé cette semaine-ci, ça m'a reboosté à mort. Et voilà, c'est pour ça que je vous le tenais à vous partager, mais c'est pour vous montrer que mes objectifs viennent quelque part de là aussi. Et donc je me suis dit, tiens, ça je veux y arriver. À l'époque, voilà, j'étais jeune et tout, donc je pensais que j'allais facilement y arriver. Je me sentais méga capable j'avais une petite base, je faisais déjà une dizaine de tractions. Je me dis, tiens, là il y a quand même moyen que, qu'en bossant ces trucs-là, j'y arrive, etc. Donc boum, j'arrive sur le terrain, je m'entraîne comme un bourrin pendant 1 an. Et finalement, j'arrivais déjà à certains trucs, j'arrivais déjà à un front lever dégueulasse. Ouais, pas un peu bas de forme, mais j'arrivais plus ou moins à ça. J'arrivais déjà à une demi-traction une main, mais un peu bas de forme aussi. Donc voilà, et puis des planches push-up, etc. Et là, j'ai juste fait le taf, quoi. Sans trop te poser de questions, mais j'avais un programme très anarchique et tout. Il y avait plein de choses que j'ai pas spécialement respectées dans la réussite des caractéristiques ici. Mais j'ai fait le taf, et j'étais tellement drivé par ces objectifs, et ça, c'est pour ça que c'était le point 1.
Par contre, j'avais un ego surdimensionné et donc je m'entraînais toujours trop dur. Et je pensais justement, je pensais peut-être trop capable de réussir ces mouvements-là. Et j'ai peut-être pas pris le temps de construire certaines bases, hein, donc je suis passé très vite sur les planches bras pliés. Après, je savais pas et on n'avait pas tous les outils qu'on a aujourd'hui, hein, donc il y a plein de trucs d'ignorance. Peut-être que justement développer ces connaissances vient de là et est important. Pour pas se retrouver là-dedans, mais voilà, rien que la dose de motivation suffit déjà, parce qu'en un an j'avais quand même eu des très très bons résultats. Par contre, après, je pense que j'ai quasiment stagné pendant 6-7 ans, quoi. Enfin, pas stagné, mais c'était des progrès très très lents, parce que justement, je changeais souvent mes objectifs. J'avais toujours tendance à plus ou moins respecter, enfin non, justement, j'adhérais pas spécialement au programme, parce que je faisais trop de reprog, je me sentais bien, tiens, je faisais ça, puis j'allais à l'échec, et donc j'arrivais jamais trop à compléter mes programmes. Je faisais beaucoup de choses un peu nazes et j'étais pas très autonome, voilà, je connaissais pas l'autorégulation ou quoi. Après, je faisais toujours le taf, parfois je rajoutais justement une séance parce que je me sentais bien, ou alors j'en skippais une, voilà, c'était un peu, mais j'ai jamais trop lâché. Et par contre, ouais, les programmes que je me faisais, souvent je les faisais pas confiance, ou je changeais directement des variables chaque semaine, etc. Donc voilà, il n'y avait pas de bonne ligne de conduite directrice, etc. dans ma pratique, hein. Donc pour vous dire un petit peu cet exemple-là. Ouais, aussi par rapport à la vidéo, voilà, j'ai vu les planches push-up, j'ai vu le front, j'ai vu les dips traction lestée, donc directement, moi c'était ancré, quoi. C'était ok, je veux faire ça, je veux réussir ces mouvements-là. Peut-être un peu moins sur le street lifting, mais j'avais quand même un peu conscience de ça. J'en intégrais quand même. Après, à l'époque, je voyais une routine planche, routine front, et je mettais ça dans ma semaine, routine max traction, ou ainsi de suite. Puis je changeais ça toutes les semaines, c'était un peu n'importe quoi. Après, donc voilà, ça c'était important. Ensuite, voilà, le changement d'objectif. Il n'y a aucune autorégulation, donc ça c'est un truc important. Confiance, bref, j'avais confiance quand je voyais un petit peu les vidéos, donc j'avais confiance à la personne qui faisait la vidéo ou quoi. Et après, je perdais un peu confiance parce que je voyais que ça ne marchait pas spécialement pour moi. Et puis, même moi-même, quand je refaisais mes propres programmes, j'ai toujours, encore aujourd'hui, un certain manque de confiance en moi. Même maintenant, en tant que coach, même avec toutes les connaissances, j'aime me faire coacher parce que je sais que j'ai toujours des doutes vis-à-vis de moi. Je pense que ça vient plus en dehors de l'entraînement. Et donc, je sais que c'est pour ça que je suis une personne qui a potentiellement besoin de se faire coacher. Je pense qu'il y a certaines personnes un peu moins, mais je sais que moi, j'ai besoin de me faire coacher, ne fût-ce que pour acquérir des connaissances, rester constant pour un peu toutes les caractéristiques précédentes. Je sais que ça m'aide tellement pour ça. Et même si maintenant, avec le recul, je peux quand même faire des trucs beaucoup plus cohérents. Et d'ailleurs, parfois, ça fait du bien aussi d'être un peu libre. J'ai refait un peu d'auto-coaching entre certaines périodes et ça faisait du bien, quoi. Mais c'est important. Et donc, même actuellement, quand voilà, je sais que naturellement, j'ai toujours tendance à me surévaluer un petit peu par rapport à mes capacités. Mes objectifs, je sais qu'ils sont ambitieux. J'ai envie d'aller sur plusieurs îles en même temps parce que j'ai un peu cette approche hybride, mais je sais que c'est l'approche qui me fait kiffer, en fait. Je sais que c'est ça qui me fait kiffer. Et je dis pas qu'à un moment, j'essaierai peut-être pas un peu d'aller sur des îles plus spécifiques. Dans le sens où un jour, peut-être que je me dirais, tiens, j'ai vraiment joué toutes les cartes que j'avais en main pour être hybride. Peut-être que je devrais skipper les jambes, par exemple. S'il y avait une piste d'exploration que j'envisagerais par après, c'est peut-être ça, même si c'est pas la plus louable. Ou alors justement, je skipperai un peu les skills pour peut-être me spécialiser en streetlifting pendant peut-être 1 an ou 2. Voilà, ça, il faudra que je le voie un petit peu encore, mais pour l'instant, je sais que j'ai encore des cartes à jouer dans l'approche hybride pour progresser sur les skills et streetlifting en même temps, parce que je sais qu'on sait le faire, peut-être de manière cyclique, mais je sais que j'ai encore plein de cartes à jouer là-dessus et qu'il faut prendre le temps. Et c'est pour ça que là, je suis encore à 10 ans de pratique et que j'ai encore plein de trucs à explorer. Et c'est ça qui est magnifique aussi. Et donc voilà, même sans coach, il n'y a pas de problème d'adhésion aussi. Et je pense que voilà, je parlais plus à l'heure actuelle, donc adhérer à un programme, il n'y a aucun souci. Peut-être que justement, je suis peut-être un peu trop rigide là-dessus, peut-être que je ne m'adapte pas suffisamment aussi par rapport à certaines choses. Peut-être qu'il y a des séances où je devrais peut-être m'autoréguler un petit peu plus, me dire tiens, même si mon coach m'a mis ça, voilà, il y a peut-être eu une fatigue ressentie qui vient de la programmation, qui vient d'un état de forme, quoi. Peut-être que là, je devrais un petit peu plus m'autoréguler et justement revoir pour faire un petit peu les choses à la baisse. Peut-être qu'il y a trop de respect du programme, justement.
et parfois ça peut être bon pour certaines personnes d'être un peu plus libre à ce niveau-là. Moi je sais que j'aime bien, je suis un peu rigide, j'aime bien les choses carrées quoi. Ensuite, ça dépend les domaines, ça dépend les domaines c'est sûr. Si objectif en ligne de mire, donc ça c'est de nouveau, je sais que j'ai mes 7 objectifs, donc j'ai un plus 6, donc c'est front, traction, front planche, enfin planche front, dips, traction et squat. Donc ouais, plus même 5 en fait. Après il y a d'autres qui peuvent s'ajouter, push-up, muscle-up, mais ces 5 objectifs là ils sont quand même carrés. Donc ça je sais que tant que je les ai pas atteints, je pense que je lâcherai jamais l'affaire. Et ensuite, voilà, la confiance maintenant que quand je me fais coacher, voilà, j'ai complètement confiance en process, même en moi à réaliser le plan. Parfois, il y a aussi le fait de, ok, est-ce que tu te sens capable, toi, de suivre le programme, de suivre le process? Et parfois, ouais, ça peut être un manque de confiance en soi qui se dit, tiens, en fait, moi, je suis pas capable de suivre ça. Et donc je suis pas capable d'avoir des résultats, et ça c'est un discours négatif aussi, mais moi je sais que je suis capable de suivre le plan et d'avoir des résultats avec ça et tout, et ça me fait confiance, et j'ai confiance aussi au plan qui est proposé. Je sais que sur papier il y a des choses que je trouve un peu plus folkloriques par endroit, ou que je sais qu'il y a des approches qui ont mieux fonctionné sur moi que cette approche là. Par exemple là actuellement, si je devais dire le MOM, je suis pas hyper convaincu en skill, mais je sais que ça marche pour l'instant et que ça peut changer, il y a le principe de variation ou quoi, et que ça respecte quand même des pratiques qui te font progresser aussi. Et donc voilà, je suis vraiment très ouvert à cette exploration là. Je sais que par exemple l'approche single plus travail hypertrophie a fonctionné, mais je sais que l'autre approche plus volume, plus nombre répété d'exposition, etc. marche très très bien aussi, donc à voir. Et voilà. Et puis la communication, je sais que moi je suis quelqu'un, par exemple, quand je me fais coacher, qui communique pas trop. Donc je remplis à fond mon document, il n'y a aucun souci, je mets toutes les vidéos, même tout ce qu'il faut. Mais je sais qu'en fin de semaine, c'est plus ok, j'ai fait le taf, tout s'est bien passé, peut-être un petit peu dur sur les squats, et voilà. Et c'est tout, quoi. Et voilà, donc je m'étale pas trop, mais je pense que ça dépend vraiment de la personne. Même quand j'avais l'opportunité d'aller sur des lives, par exemple à King of Weighted, voilà, la personne propose éventuellement un appel pour venir discuter un petit peu. J'avais tendance à ne pas spécialement le faire parce que j'avais compris un petit peu les trucs et j'avais eu le feedback, le retour, et donc finalement c'est vrai qu'à partir du moment où on a un petit peu le retour et qu'on a déjà bien encadré chaque semaine, il n'y a pas spécialement besoin, on va dire, mais même si cet aspect humain et communication est quand même très important aussi dans ça. Je pense qu'aussi une caractéristique, c'est un peu l'environnement qu'on peut avoir, hein. Ça peut expliquer beaucoup de la réussite de certaines personnes, d'être dans un environnement à pôle très positif. Donc voilà, on va rajouter cette caractéristique-là. Donc avoir un bon environnement, à la fois se faire coacher par exemple, ou s'entraîner avec des personnes douées qui respectent justement toutes ces caractéristiques-là, qui respectent le plan, etc. Ça va nous pousser vers le haut et ça va nous aider à progresser. Et donc ça c'est super important. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour ce podcast sur les caractéristiques de ceux qui font qu'on échoue, qu'on réussit, pardon, qui font qu'on réussit à progresser. J'espère que ça vous sera utile et n'hésitez pas à me faire un retour là-dessus. Et on se dit à la prochaine pour les prochains podcasts. Salut à tous, c'était 012 Workout. Portez-vous bien, entraînez-vous bien et appliquez ça pour réussir à atteindre vos objectifs de calisthénie, streetlifting. Salut à tous.